Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé local jeudi 14 mars. Pour nous soutenir, n'hésitez pas dès maintenant à commenter, liker et partager ce journal. Voici les titres. Droits des femmes. Le 8 mars est une journée d'action dédiée aux femmes. À cette occasion, l'association La Grande Rue Lyonnaise a organisé pour la toute première fois à Grand-Rieu la Journée de la femme. Nous découvrirons cette initiative dans le premier reportage. Cuisine responsable. C'est avec le chef Christian Tête-Doigt, meilleur ouvrier de France, étoilé au guide Michelin, que l'équipe de restauration du lycée Terre Nouvelle de Marvejols et les élèves ont découvert la gastronomie durable. Environnement. Un sujet vous sera présenté sur les haies mellifères et leur importance pour l'environnement, la biodiversité et plus spécifiquement pour les pollinisateurs. Aide agricole. Dotés d'un tracteur et d'une lame à neige, les agriculteurs sont présents l'hiver pour contribuer à la bonne circulation sur les voies publiques dans les petites communes lozériennes. En seconde partie du JT Lozère, vous retrouverez Marion Guibaudot et ses invités en direct de la Maison de la Pêche à Villefort. Je vous rappelle que vous êtes bien sur le JT Lozère. La première journée internationale des femmes a été célébrée en 1975, un 8 mars. Depuis, tous les ans se tiennent de nombreux événements et rassemblements pour soutenir le droit des femmes et leur participation à la vie politique et économique. Le thème de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Pour la première fois, l'association La Grande Rue Lyonnaise a organisé de multiples activités et rencontres à destination des femmes pour célébrer cette journée. Elles étaient 47 à participer. Un reportage d'Éric Michel. Vaste débat. On a fait quelques avancées, mais il y a encore du travail à faire. Que d'évolution en un demi-siècle pour les femmes. Si ce 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme, le millésime 2024 sera gravé à jamais avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. Aujourd'hui, c'est un jour sur l'entrée d'IVG sur la Constitution, mais effectivement, il y a encore plein de choses, et surtout dans les territoires ruraux, sur la question de concilier vie pro, vie perso, même si effectivement on a bien avancé. Et puis on a la chance d'avoir des associations de lutte sur le territoire, sur le département et à l'échelle nationale, bien évidemment. Et puis des journées comme ça permet aussi, surtout sur nos territoires ruraux, de montrer aux femmes que c'est une journée certes, mais en réalité c'est tous les jours la journée des femmes et la journée des hommes, et qu'en réalité tout le monde est là dans tous les cas tout le monde est là sur Terre et on est là pour vivre ensemble, et qu'en réalité une journée comme ça, ça devrait pas exister, ça devrait être toute l'année, et où tout le monde puisse s'entendre et faire valoir ses droits. Voilà. En ce jour particulier, de nombreux événements ont été initiés en Lozère, à l'image de la première édition de la Journée de la femme à Grand-Rieu. Voilà, nous avons décidé d'organiser une Journée de la femme un peu particulière, parce qu'on a tous fait les unes ou les autres des repas entre copines. Et là, l'idée aujourd'hui, c'était d'animer une journée, un après-midi et une soirée. Une journée d'action et de sensibilisation tout entièrement dédiée à la convivialité.
aux échanges autour de tables rondes, à la distraction bien sûr, mais au bien-être aussi de la cinquantaine de participantes venues des alentours de la Margeride. Pour nous, on s'était dit, on ne savait pas trop où on allait, donc on s'est dit si on est 35, 40, ça sera bien, donc on est 47, c'est bien. Voilà, bon, on n'est pas trop content du temps, on aurait aimé avoir un petit soleil aujourd'hui, donc nos randonnées ont été un petit peu difficiles. Il y a quand même une dizaine de courageux qui sont partis sous les petits flocons, voilà. Et puis, donc il y a des ateliers créatifs, donc on se rend compte que les filles ont tout à fait adhéré. Il y a du macramé, il y a des ateliers de création de bijoux. On a une esthéticienne, on a une prothésiste angulaire, on a une commerçante du village qui a un magasin de vêtements qui fait un atelier relooking. Donc voilà, et puis en fait c'est la convivialité, on a plaisir à se retrouver ensemble et à papoter. Donc ce soir on va se faire un petit repas sympathique. On a prévu de se fabriquer des petits cocktails et de se faire un buffet d'entrée, un buffet de dessert et puis on tâchera de danser un petit peu, mais bon voilà. Si les lignes ont bougé significativement depuis un demi-siècle, droit de vote, les salaires, indépendance et responsabilité, cependant des progrès restent à accomplir et les défis sont nombreux. Dans ce but, et afin de faciliter l'accès à l'information juridique, le CIDFF Lozère était présent à Grand-Rieux en cette journée de sensibilisation. On tenait tout particulièrement à ce qu'il y ait aussi un volet juridique à cette journée, puisque à la base, cette journée est aussi faite pour le droit des femmes. Donc nous accueillons aujourd'hui la juriste du CEDIF et qui explique un petit peu tout, parce qu'en fait il existe pas mal de services gratuits à disposition, notamment des femmes ou des jeunes avec le planning familial, tout ça, et souvent ce n'est pas suffisamment su, parce que c'est dommage, il y a des psychologues, des juristes qui sont là pour nous aider si on a des problèmes, tout le monde un jour ou l'autre a des problèmes dans sa vie personnelle, et donc de savoir que s'il se rend au centre médico-psychologique, il peut avoir contact avec des éducateurs, des psychologues, etc., qui peuvent les aider à franchir un cap de vie difficile. Et pareil pour le CEDIF, où les situations matérielles sont des fois difficiles à gérer. Et le planning familial, c'est en principe à destination plutôt des jeunes, concernant toute l'approche de la sexualité, la contraception, etc. Je dirais que pour nous, comme sur nos plaquettes, c'est 365 jours par an, mais je pense que c'est important parce que ça donne de la visibilité et puis ça permet de dire que bien que les droits ont beaucoup progressé, que la plupart, d'ailleurs, les droits des femmes et les droits des hommes sont les mêmes, dans la réalité, il reste encore des choses qui ne sont pas identiques. Donc je trouve qu'une fois dans l'année, c'est pas trop, de marquer le pas peut-être et de rendre visible cette chose-là. Un des petits jeux, c'était de donner des citations de personnes connues, donc que ce soit des artistes, des hommes politiques, des journalistes, et puis de retrouver l'auteur de cette phrase choquante, pour le moins, sur les femmes. Et donc on a pu retrouver en bonne place Donald Trump, Bolsonaro, mais aussi des hommes politiques français avec des propos choquants. Oui. Dans la loi, il y a des progrès, incontestablement. Les droits sont identiques pour la plupart entre les hommes et les femmes. Mais dans la réalité, il reste, parce que la loi, elle ne peut pas permettre de changer les mentalités. Donc je pense que derrière tout ça, même si par exemple il y a la loi sur la parité pour les élections, il faut forcément un binôme homme-femme, mais malgré tout, ça ne peut pas être suffisant. Donc c'est vraiment l'évolution des mentalités. Et je pense que ce genre de manifestation, ça favorise, je pense, les dames de pouvoir discuter, entendre tout ça, ça fait avancer les choses. Une journée de la femme avec des pensées tournées également vers les pays où la situation se complique de nouveau. Oui, il y a dans d'autres pays, oui, le droit des femmes, il est clairement menacé. Il y a des pays où déjà ça n'existe pas, et en plus, quand il y a eu une petite avancée, il y a de suite les personnes sont réprimées, Et même si à la marche de certaines femmes dans certains pays, on peut penser à l'Afghanistan, à tous ces pays-là, l'Iran, mais malgré tout, il y a toujours un retour en arrière. Pour l'instant,
la condition féminine a quand même évolué au fil du temps. Il y a quand même des choses qui se sont améliorées, l'accès à la contraception, à la IVG, mais aussi les femmes travaillent, la vie est complètement différente. Par contre, je pense qu'au niveau mondial, les choses ne sont pas si claires que ça, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de nombreux pays où c'est souvent le droit des femmes qui est remis en cause en priorité. Faut être très vigilant, très vigilant. Faut être très vigilant et on a beaucoup de soucis quand même pour des femmes iraniennes ou ailleurs qui n'ont pas du tout de liberté. En France, on n'est quand même pas trop malheureuse encore. Même s'il y en a qui souffrent parce qu'elles n'ont pas de boulot, parce qu'elles n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants, malheureusement ça arrive maintenant en France. Tellement de femmes qui n'ont même pas donné à manger à leurs enfants. Il faut dire qu'avec les familles désunies, les maris n'assument pas trop souvent et c'est les femmes qui trinquent. Mais on sent qu'il y a une volonté des femmes de se fédérer, qui est plus importante. Lors de nos petits jeux que nous avons organisés, on a vu que c'était le 8 mars 1857 qu'à New York était parti un rassemblement de femmes qui déjà demandaient des conditions décentes de travail et une égalité de salaire. Et en fait, on est en 2024 et on s'aperçoit qu'on n'est toujours pas égaux au niveau salaire. Enfin, il y a certains domaines où bien sûr les choses ont évolué, mais c'est pas encore complètement, c'est pas quelque chose d'acquis en fait. C'est un peu comme partout. Je pense que la plupart des gens pensent que les choses sont acquises, que tout est bien, que l'égalité elle est là. Mais en fin de compte, dans la réalité, c'est pour ça que ces petits moments-là, ça permet de se dire « Ah oui, quand même, on n'y est pas encore. Ah mais je croyais », parce qu'il y a des choses qu'on banalise ou qu'on croit savoir. Il y a encore du travail. Au niveau de la politique, n'en parlons pas. On s'aperçoit qu'il n'y a que 16% de femmes qui sont maires. En Lozère, nous avons une sénatrice, nous avons une présidente du conseil départemental, nous avons une présidente de la chambre des métiers, une présidente de la chambre d'agriculture qui sont des femmes. Et localement, nous avons la première, ou même je crois la seule femme chef de corps de sapeurs-pompiers à Grandrieux. Donc voilà, je les salue toutes parce que c'est un peu des figures de proue de la gente féminine. Voilà. En fait, il n'y a pas de débat. Dans l'idée, c'est chacun a ses spécificités, qu'on soit homme ou femme, il n'y a même pas une question de genre en fait. C'est vraiment chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, du moment qu'ils s'entendent. Voilà. Mais non, cette année, on avait décidé que c'était uniquement aux femmes. On verra justement, j'ai laissé des petites questions-réponses avec une boîte à idées pour savoir quelles étaient les attentes, parce que l'année prochaine, la journée de la femme est un samedi, donc peut-être qu'on fera un concept différent, je ne sais pas, ça dépendra de la vie générale. Une première édition réussie organisée par l'association La Grand-Rionnnaise, où la journée était marquée surtout par le plaisir d'échanger ensemble entre femmes, toutes générations confondues. On peut être aidé dans notre pays pour plein de choses et souvent ça ne se sait pas suffisamment. Donc l'idée première c'était de se dire on va parler de tout ça et si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, une d'entre nous aujourd'hui, le pari sera gagné. Voilà. Jeudi 7 mars, les élèves du lycée agricole Terre Nouvelle ont eu le droit à un menu particulier, cuisiné en collaboration avec la brigade Happy Restauration, s'occupant de la cuisine scolaire, et avec le chef Christian Tête-Doigt, qui est meilleur ouvrier de France et dont la renommée n'est plus à faire. Un menu bien particulier avec des produits locaux et affirmé avec de la gastronomie durable. Un reportage de Marion Guibaudot. Sacré meilleur ouvrier de France en 1996, il obtient une étoile au guide Michelin en 2000. Et sa carrière ne s'arrête pas là, puisque le chef étoilé Christian Tête-Doigt installe en 2010 son restaurant gastronomique sur la colline de Fourvière à Lyon. Depuis 4 ans, c'est dans un autre type de défi qu'il s'est lancé, dans l'optique de transmettre créativité, passion et savoir-faire à des chefs de restauration collective. Alors ça fait 5 ans maintenant que je suis en contrat avec Happy Restauration. Donc au départ je suis parti sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis au fur et à mesure ils m'ont agrandi la région. Donc je m'occupe pratiquement de tout le sud de la France maintenant. Et donc c'est passionnant parce que ça me permet de rencontrer des jeunes chefs qui sont certes dans des collectivités mais qui ont la chance de travailler des beaux produits et qui essayent d'améliorer leur quotidien et en faire profiter leurs clients, qu'ils soient élèves ou dans les hôpitaux, parce qu'Happy Restauration c'est pas seulement que les lycées, c'est aussi les hôpitaux, les EHPAD et les grosses entreprises. Voilà, l'idée c'est de
éveiller un petit peu en eux un petit surcroît de passion, des fois qui peut s'amenuiser. On est tous pareils, hein, pris par le quotidien. On peut aussi des fois perdre un petit peu d'amour pour son métier. Donc le but, c'est de leur redonner l'envie. Et puis de leur apprendre des fois aussi à se simplifier la vie, parce que des fois par manque de connaissances, et moi j'ai la chance de rencontrer beaucoup de chefs en collectivité, donc je m'enrichis aussi de leur savoir, et donc ça me permet de leur partager tout ça et de faire en sorte qu'au quotidien ils puissent améliorer ce qui peut l'être sans avoir des contraintes supplémentaires. Moi, malgré mes 11 restaurants et mes 240 collaborateurs, j'arrive à trouver encore du temps pour pouvoir justement transmettre un peu ma passion, de redonner l'envie aux gens de se dépasser un petit peu, parce que encore une fois, on n'est que des hommes, et au quotidien, des fois ça peut devenir un petit peu lancinant, et voilà, donc moi j'ai un petit grain de folie et j'essaye de la partager avec les chefs que je rencontre. En 2024, le chef de cuisine Moana Hermé, qui officie pour le groupe Happy Restauration au sein du lycée Terre Nouvelle à Marvejols, a rejoint la cohorte de 4 chefs de restauration collective qui ont participé durant 1 an à la formation dispensée par Christian Tête-Doigt. Les 4 chefs retenus ont donc cuisiné dans le restaurant gastronomique à Fourvière, intégré dans la brigade durant un stage d'1 semaine. Puis, au cours de 4 rendez-vous au sein du CFA de la gastronomie, où ils ont affiné leurs aptitudes. Le point culminant de cette année de formation est le repas préparé à 4 mains entre le chef Tête-Doigt et le chef de cuisine collective au sein de l'établissement où ce dernier officie. Jeudi 7 mars, les élèves du lycée agricole Terre Nouvelle ont donc eu l'opportunité de goûter un menu créé à partir de produits locaux par 2 chefs passionnés par les plats qu'ils préparent et l'envie de partager une bonne alimentation. Ah ah. Surprise. Non. Alors une petite salade de lentilles vinaigrée avec un œuf parfait qui va accompagner les lentilles, quelques feuilles d'endive, ensuite en plat chaud un paleron braisé en 10 heures avec 2 purées, donc une de pommes de terre, une de carottes de chez Julien Delagne, et j'ai oublié la petite carotte aussi rôtie au four, et ensuite fromage Savigné et en dessert un pudding pomme de... Oui, il est en cuisson, raisin et glace vanille de chez Dieu Lozère et du miel de Colagne. Au niveau budget, on peut pas travailler n'importe quel produit, il faut faire attention et surtout travailler avec les produits de saison surtout. C'est là où ils sont moins chers, et donc on peut travailler, on est plus libre sur notre budget. Jeudi 29 février, le Parc national des Cévennes a organisé un colloque sur les haies mellifères et les pollinisateurs, tant sauvages que domestiques, à Supagro-Florac. L'occasion de réunir des professionnels et des chercheurs pour se pencher sur ce sujet qui est d'actualité. Un reportage de Marion Guibaudot. Jeudi 29 février, un colloque sur les haies mellifères et le partage de la ressource florale entre pollinisateurs sauvages et abeilles domestiques s'est tenu à Supagro-Florac. Ce colloque a été l'occasion de réunir apiculteurs, chercheurs et Parc national des Cévennes afin de mener une réflexion sur la place des uns et des autres et comment concilier le tout. Le Parc national des Cévennes a lancé voici 3 ans un programme pollinisateur afin de développer des actions en faveur de la protection des pollinisateurs sauvages et domestiques, dont un premier bilan a été tiré. La plantation de haies mellifères a été l'action phare menée par le Parc national des Cévennes au sein de ce programme. 3 ans plus tard, près de 20 km de haies ont été plantées et 50 agriculteurs et 19 collectivités locales ont répondu présents pour ces plantations. Une partie de l'après-midi a été consacrée aux recherches de 2 chercheurs de l'INRAE venus présenter les résultats de leur thèse. L'une portait sur la compétition possible de la ressource florale entre abeilles domestiques et sauvages, tandis que la seconde s'est intéressée aux interactions entre apiculteurs et agropastoralisme à travers les ressources florales, démontrant par là le lien qui unit agriculture et apiculture pour la survie des abeilles. Dans les petites communes, les administrés peuvent compter sur la présence des agriculteurs à toute heure pour assurer la bonne circulation en temps de neige. Ce travail qui est bénévole est aussi un moyen pour eux de ne pas contraindre l'accès au laitier pour la collecte du lait dans les exploitations agricoles. Retrouvons Christophe Bousquier qui est agriculteur sur la commune de Sainte-Hélène. Il nous parle de son expérience. Un reportage d'Éric Michel.
c'est embêtant dans le village, on a du mal à sortir. Et puis après, quand il neige, la neige reste tout l'hiver, les routes, ça glisse tout le temps, quoi. Et le maire, Gérard Bonicel, il m'a demandé si ça me dérangeait, moi, de faire le déneigement ou pas. Mais je lui ai répondu que non. Moi, en fait, j'ai surtout pris le déneigement parce que nous avons le bâtiment agricole qui est en altitude par rapport au village. Et donc, c'est surtout pour le laitier. Parce qu'honnêtement, j'aime bien voir la neige tomber, mais la pousser à 4 h du matin, des fois, je préfère être à mon lit. Alors que nous venons de vivre un épisode météorologique intense avec les conséquences de routes et ponts fermés, infrastructures détériorées voire détruites, ce sont près d'1 mètre de neige qui sont tombés sur le mont Lozère et le mont Égual. Le Tarn a retrouvé la vigueur des épisodes Cévenol et le Lot, selon Vigicru, a vu sa cote s'élever jusqu'à 3,70 m à Banassac. En complément des services officiels, des personnes essentielles mais discrètes veillent à nous déblayer les arbres tombés ou encore déneigent nos villages dès les premières heures. Et pour renforcer les dispositifs, il y a les agriculteurs qui interviennent souvent en première ligne. Christophe est l'un d'entre eux. En 2008, à la demande du conseil municipal de Sainte-Hélène, il a pris la succession du célèbre Julou, agriculteur parti à la retraite. On a une lame à neige classique, quoi, une lame des voies en 2,50 m qui s'oriente à gauche et à droite, voilà, parce qu'on n'a pas non plus des quantités de neige. On est à la limite souvent, pluie-neige. Donc on a plus souvent de la pluie que de la neige. Mais bon, voilà, on a une simple lame avec un caoutchouc qui s'oriente à gauche, à droite. Mettre la route noire n'est pas toujours chose aisée. La lame commence à dater et les investissements sont conséquents pour une petite commune. Après des années à rafistoler, cette année, pour un coût d'environ 4 000 €, notre agriculteur bénévole s'est vu doté d'une saleuse autochargeuse neuve. Et puis derrière, là, cette année, la mairie a renouvelé la saleuse parce que l'ancienne était usée et puis elle se désagrégeait de partout parce que le sel, c'est très agressif. Donc voilà, après, bon, moi j'ai un petit équipement, il n'y a rien de... Voilà quoi, je le mets sur mon tracteur et terminé. Si venir en aide est une évidence pour eux, c'est également pour maintenir l'activité de leur exploitation en tout temps. Oh ben là, ça peut faire, il peut y avoir, encore on est au mois de début mars, il peut y avoir quelques épisodes neigeux. Mais l'avantage qu'il y a en cette saison, c'est qu'il fait de la neige, mais souvent l'après-midi ou le lendemain, elle est partie, quoi. Donc c'est mieux. Pour mener à bien sa mission, notre agriculteur regarde la météo, mais aussi son fidèle baromètre. Si la pression atmosphérique baisse, la vigilance est de mise. Eh bien oui, et puis ça gèle, il ne peut plus la pousser. Alors ce que je fais le premier coup, quand je vois qu'ils annoncent vraiment de la neige et que ça attaque à bonne heure dans la saison, eh bien j'élargis le plus possible. Je vais au plus large que je peux, comme ça s'il reneige, eh bien, j'ai de quoi stocker, puis après il y a un moment, mais c'est problématique. On la met où on peut en essayant de ne pas casser les clôtures du mieux qu'on peut et de ne pas trop gêner les portes des gens. Mais il y a des fois, on n'a pas le choix. Quand il y a trop de neige, il faut savoir à quoi en faire. On ne peut pas la manger. Pour ce qui est des interventions de déneigement, l'exploitant est soumis à certaines obligations concernant les zones d'intervention. Tout ce qui appartient à la commune, quoi. Tout ce qui est communal dans le village. Après, normalement, le privé, j'ai pas le droit, ou si les gens me le demandent, bon, j'aime pas bien, mais bon, des fois, faut être sympa, quoi, avec tout le monde. Donc, comme il y a un voisin en direction de l'usine, il n'y a que dans sa cour que je peux tourner le tracteur. Donc, pour le remercier de pouvoir tourner, je lui déneige la cour. Sinon, il me faut tout refaire en marche arrière. Par forte neige, il arrive que notre agriculteur passe jusqu'à 4 fois par jour, sachant qu'une tournée de déneigement prend jusqu'à 2 heures d'intervention. Parce qu'en fait, même quand il neige, j'ai souvent une chaîne dans le tracteur parce que la commune est... il y a 2 villages. Pardon, il y a 2 villages et pour accéder au second village, il faut prendre la départementale et c'est pas rare que sur la départementale, il y a une voiture dans le fossé qu'on me demande de la tirer. Pour ce qui est du défraiement, l'exploitant ne demande aucune rémunération. Oui, il y a quelque chose, il y a une participation de la mairie pour ce qui est au moins le gasoil du tracteur. Voilà. Moi, je ne demande pas plus, mais au moins que ça paye le gasoil du tracteur. Alors, un grand merci à nos héros du quotidien. On met le réveil assez tôt, puis moi j'ai la chance d'avoir un Velux, donc si le Velux est blanc, il faut se lever, s'il n'y a rien sur le Velux, on peut se rendormir. Voilà, c'est ça.
Je vous rappelle que vous êtes bien sur le JT Lozère. Juste après les brèves, vous retrouverez Marion Guibaudot et ses invités en direct de la Maison de la Pêche de Villefort pour parler de l'ouverture de la pêche à la truite. Mais maintenant, commençons l'actualité lozérienne en bref. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie est le premier syndicat patronal du secteur café, hôtel, restauration et discothèque. En Lozère s'est tenue le 11 mars l'Assemblée générale annuelle pour faire le bilan de l'année passée et pour préparer la saison future. Lundi 11 mars s'est déroulée la 91e Assemblée générale de l'UMI Lozère en présence de monsieur le préfet de la Lozère, du député et de la présidente du département, mais aussi des élus lozériens, dont Alain Instruc, président des maires de la Lozère. Les missions de l'UMI, l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, est d'agir et de représenter la profession, mais aussi d'informer et de conseiller ses adhérents. Denis Carminati, président départemental de l'UMI Lozère, a brossé un état des lieux de la profession avec, en mot d'ordre, reprise et redémarrage. Il s'en est suivi le rapport moral et financier ainsi que quelques demandes en direction de l'État. Parmi les points en tension, le manque crucial de personnel, ce qui peut contraindre à la réduction de l'activité dans le secteur de l'hôtellerie, mais aussi de la restauration. Le regard se tourne notamment vers les travailleurs étrangers, leur régularisation concernant une profession considérée par les acteurs comme étant en tension. Auront aussi été abordés parmi les points essentiels la hausse des matières premières, de l'énergie et les solutions proposées au niveau national, avec le guide des solutions énergétiques. En février, Thierry Marx, président confédéral de l'UMI et le président de l'ADEME, avaient signé une convention inédite visant à renforcer leur collaboration dans les domaines de la transition écologique. Le président Carminati aura aussi regretté que l'UMI Lozère n'ait pu renouveler sa cotisation au MEDEF, et ce dans un souci budgétaire. Les projets 2024 auront été abordés, dont la participation au concours national Chaud de Vent, dont l'objectif est de promouvoir la profession, mais aussi la participation au Salon TAF qui s'est déroulé ce jeudi 14 mars. Les CHRD, un secteur d'activité dynamique où il y a peu de chômage, les métiers sont variés et nombreux. Clémence Laporte, Dorian Falgon, Laetitia Douls et Clémence Savoie, tous élèves de seconde année en BTS Production Animale au lycée agricole Terre Nouvelle, ont décidé pour leur pic d'installer un ring de concours au milieu de la cour de leur lycée agricole. Dans le cadre de leur projet d'initiative et de communication, ou PIC, ils ont donc décidé de recréer l'atmosphère d'un concours agricole de A à Z à destination des élèves de l'établissement. 42 d'entre eux ont donc pu participer à cette journée particulière où ils ont appris à prendre soin d'une dizaine de génisses et à les mettre en valeur avant le défilé sur le ring. Particularité de ce type de concours, l'animal est jugé autant que l'attitude de celui ou celle qui le conduit sur le ring. Un juge, Pierre Favard, avait même été sollicité pour la journée et a classé bêtes et meneurs sur leurs talons respectifs. L'occasion pour tous de s'entraîner avant peut-être d'entrer bientôt dans la cour des grands. À Blavignac, en Margerie, dont lit la fierté légitime de Sabine et Pascal, les parents de Mathieu Vigier, qui a reçu le 12 mars le trophée à l'installation en Lozère, à l'occasion de la journée de l'installation en agriculture. Cet événement, organisé par le Point Accueil Installation au travers des JA de la Lozère, reconduit cette action qui permet de mettre en contact les élèves et apprentis des différents établissements agricoles du département et les organismes professionnels agricoles qui œuvrent pour l'installation. À travers un forum, c'est également l'occasion d'aborder avec les futurs installés les différents sujets liés à leur projet d'installation. Mathieu Vigier aura 21 ans dans quelques jours. Pour lui, l'agriculture est une passion. Il se lance dans l'élevage de vaches de race Abondance. Il a d'ailleurs reçu ses 2 premières génisses en guise de cadeau d'anniversaire. Après un bac pro au lycée Terre Nouvelle de Marvejols, direction Rodez, où il passe un BTS Axe, analyse et conduite stratégique d'une exploitation agricole. Et via le BTS, il aura appris à analyser les contextes locaux, nationaux et internationaux et les potentialités de son environnement pour faire émerger, évoluer ou accompagner des projets dans des exploitations qu'il conseille ou dirige. Et la voie est toute tracée. Récemment installé en GAEC avec ses parents, il a choisi de créer un atelier composé de 40 vaches laitières de race Abondance. Le jeune agriculteur recevra son troupeau en avril. À l'initiative de l'APEL, l'association des parents d'élèves de l'école Marie-Rivier, le groupe Blancas interprétera son dernier album ainsi que ses anciens succès sur la scène lors de la 12e édition du festival Sing and Friends à Chanac, demain vendredi 15 mars. Blancas ou le retour des enfants du rock. Le groupe est un peu comme un bulbe de fleurs. Il est discret, on pourrait presque l'oublier.
Puis il sort un nouvel album et sa musique reprend sa place dans le panorama du rock français. Avec l'album Si possible heureux, les deux frères Ledoux nous offrent un 7e album où ils ont convié leurs copains Vianney, Stéphane Escher et Gouvin Cers. Cet album navigue dans des eaux teintées de pop, de folk et un peu de rock et d'électro. Il reste encore quelques places disponibles dans les points de vente habituels en Lozère. Roland Chabanon, professeur de la langue occitane depuis plus de 50 ans, est anxieux par une nouvelle en provenance de Montpellier. Selon les premiers échos, le budget alloué par la région lycée Terre Nouvelle de Marvejols et à destination de l'enseignement de la langue occitane serait supprimé à la rentrée prochaine. Afin d'obtenir des explications concernant cette décision, Roland Chabanon et une délégation d'élèves de terminale STAV du lycée ont obtenu un rendez-vous ce jeudi 14 mars à l'hôtel de région de Montpellier. Le professeur estime que la langue française doit être la langue commune, mais pas la langue unique, et que les jeunes doivent conserver leurs racines et préserver le patrimoine culturel et linguistique de l'Occitanie. Samedi 9 mars, le Crédit Agricole du Languedoc a renouvelé son attachement au territoire lozérien en inaugurant la seconde version du camion-banque qui sillonne les routes du département depuis 10 ans. Ce nouveau camion, hybride, plus petit et plus léger, offre toujours les mêmes services, ont tenu à rassurer les dirigeants du Crédit Agricole départemental, très fiers de présenter ce camion 2.0. En 10 ans, il aura parcouru plus de 300 000 km et rencontré près de 5 000 clients chaque année et va donc être confié à une association pour une seconde vie. Le nouveau camion-banque va, lui, continuer à tracer sa route dans les 12 communes du département où il s'arrêtait auparavant, avec le même chauffeur, Sylvain Fabre, qui voit dans son agence sur roue une manière d'animer un territoire rural. Selon le Crédit Agricole, ce camion peut être considéré comme la 15e agence lozérienne en complément des 14 agences permanentes maillant le département. Des nouvelles éoliennes en Margeride à l'horizon 2030. Le projet est en cours d'étude. Le projet éolien du Bois d'Apcher, porté par l'opérateur allemand Baywaret, en partenariat avec l'association Octea, est en phase d'étude. Pour un montant de 30 millions d'euros, ce projet prévoit l'implantation de 4 à 5 nouvelles éoliennes. Le site retenu concerne les riverains de Saint-Paul-le-Froid et de Saint-Denis en Margeride. La zone d'étude présente un potentiel de 4 à 5 éoliennes, d'une hauteur maximale de 150 mètres en bout de pale pour une puissance allant jusqu'à 4,2 MW. Le parc pourrait générer l'équivalent de la consommation électrique de 14 000 habitants. Fin mars, un mât de mesure sera installé pour 2 ans. Il va déterminer précisément la vitesse et l'orientation du vent. Les données collectées permettront d'optimiser le choix et de définir le type d'éolienne et d'estimer la production électrique attendue. Le mât de mesure aura également pour mission d'enregistrer l'activité des chauves-souris en altitude et autres rapaces. Ces éléments seront versés à l'étude écologique qui va accompagner le projet. Outre les investigations en cours, l'opérateur allemand alloue un budget de 50 000 € aux habitants des communes riveraines afin d'être accompagnés gratuitement par un conseiller énergie de l'association Octea, et ce pour un accompagnement technique, administratif voire financier. Octea est une structure au service du développement territorial depuis 70 ans. Elle aide les particuliers et les collectivités locales à définir et monter leurs projets dans les domaines de l'habitat, de l'urbanisme, l'aménagement et du développement local. Bon à savoir, le projet inclut le financement du recyclage et la remise en état du site éolien à la fin de vie, soit au bout de 25 ans d'exploitation. Si cette source d'énergie renouvelable constitue un axe important de la transition écologique, son caractère intermittent et son rendement peuvent parfois poser question. En moyenne, les éoliennes ont un rendement situé entre 30 et 50%. Au mieux, il ne peut aller au-delà des 60%. C'est dû aux pertes électriques ou à celles engendrées lors de la conversion d'énergie. Pour le moment, le projet en est à la phase de faisabilité. Lors des dernières permanences, les éleveurs ont identifié un besoin d'informations complémentaires concernant notamment la compatibilité du projet éolien et les activités d'élevage. Les prochains débats auront lieu les 5 et 6 avril prochains. Journée portes ouvertes au lycée polyvalent Théophile Roussel de Saint-Chély, le samedi 16 mars de 9h à 16h. Un événement qui permettra aux jeunes et à leurs familles de découvrir les nombreuses opportunités de formation offertes par l'établissement.
Ce dernier propose une variété de filières de formation allant de la voie générale et technologique à la voie professionnelle, de la 3e prépa métier au BTS traitement de surface. Il offre également des enseignements spécialisés tels que le cinéma audiovisuel, le numérique et les sciences de l'informatique, une option sportive triathlon athlétisme, une section européenne anglais, ainsi que le brevet d'initiation aéronautique. Lors de cette journée, les visiteurs auront l'opportunité de rencontrer les enseignants, les lycéens et le personnel. Les visiteurs pourront aussi découvrir le nouveau pôle scientifique, entièrement rénové et agrandi il y a 2 ans. Le cochon est bien plus qu'une tradition. Au moment où les journées sont bien fraîches de l'hiver, en ce début mars, c'est le rendez-vous immanquable pour la famille et les amis. Après s'être acquitté des 7 taxes auprès de l'abattoir, c'est au tour d'un long plan de travail que se retrouvent les générations pour perpétuer la tradition de la découpe du cochon. Et toutes les générations s'impliquent dans cette tâche sous la bienveillance des anciens. Tout est bon dans le cochon. À la broche, rôti au four, des oreilles à la queue, tout est travaillé, chacun y va de ses conseils. Et ici, tout est fait maison, même les hachoirs sont d'époque. Au final, ce sont des mets délicieux qui sont préparés sans omettre le pâté, le boudin, le saucisson, les saucisses, le fricando et même la sanguette qui est mélangée à des oignons, revenus à la poêle et servis à la pause déjeuner. Une tradition qui remonte à des millénaires puisque les Égyptiens élevaient déjà l'animal et n'allaient pas dire le contraire à Astérix et ses amis. Le partage est un mot d'ordre, se rassembler autour d'une grande tablée est un art de vivre bien ancré dans nos cultures. Et bonjour à tous, ce jeudi 14 mars, nous nous retrouvons à la Maison de la Pêche de Villefort pour parler de ce loisir qui continue de faire des émules. Pour évoquer la pêche dans toutes ses dimensions, j'ai avec moi Pierre Vlahovic, le président de la Fédération de pêche. Bonsoir. Bonsoir. J'ai aussi Michel Sandon, le premier vice-président de la Fédération de pêche. Bonsoir. Monsieur Christian Hugon, qui est le directeur de la Fédération de la pêche. Bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Grégory Brocry, le nouveau gérant de la Maison de la Pêche à Villefort, que je remercie de nous accueillir ici ce soir. Bonsoir. Première question, Monsieur Vlahovic. J'ai envie de vous dire, l'ouverture de la pêche à la truite a eu lieu ce week-end, les 8 et 9 mars, en week-end de tempête. Est-ce que les pêcheurs étaient au rendez-vous ? Alors, effectivement, ça a été un petit peu compliqué, mais on était tellement contents d'avoir de l'eau que les pêcheurs ont pu, pendant 1 heure ou 2, avant le déluge qui a commencé à 9h30. Voilà. Alors, on avait le sourire au vu des annonces météo, mais voilà, ça va se reporter au week-end prochain. Pas de souci. Est-ce qu'ils vont se rattraper ce week-end déjà ? Alors, déjà cette semaine, les Lozériens étaient au bord de l'eau et c'était intéressant de voir les cannes à pêche un petit peu se promener au bord du Lot, du Bramont et du Tarn. Monsieur Sandon, vous avez pêché un peu cette semaine vous-même ? Pas du tout, non. J'ai un problème physique, donc je me suis bien gardé de prendre la canne. Mais je ferai ça la prochaine fois, la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Ouais. Quand vous irez un peu mieux. La pêche est un loisir simple en apparence. Après tout, il suffit d'un cours d'eau, d'un peu de patience et d'une canne à pêche, mais qui cache de nombreuses et régulières innovations. Je vous propose de regarder un reportage d'Éric Michel sur le sujet. Ben oui, en fait, l'innovation n'arrête pas en pêche. C'est même plus on avance dans le temps, plus l'innovation va très vite. Donc c'est vrai que c'est assez bluffant parce qu'on a de plus en plus de petits leurres, de nouveautés en fait chaque année à découvrir qui vont leurrer de plus en plus les poissons en fait. Donc l'innovation n'arrête pas. Et pour en avoir parlé avec un petit peu des anciens qui viennent au magasin régulièrement, certains ont vu déjà des petites innovations un peu simples avec les bottes déjà, après les moulinets à lancer où en fait on est rentré dans les rivières, on a pu lancer un peu plus loin pour aller chercher un peu plus de poissons. Donc c'est vrai que ça fait la différence et petit à petit on repousse un petit peu plus les limites des poissons qu'on peut attraper. Ils l'attendaient tous avec ferveur, voilà des semaines que les cannes à pêche sont prêtes et que les leurres sont bien classées. Ça, c'est fait. La saison est partie pour de belles sorties entre amis ou tranquillement seul à taquiner la truite. À chacun son matériel, à chacun sa technique. On touche vraiment tout type de public. C'est vrai qu'il faut... En fait, on va toucher du petit jeune qui débute, voire du très très jeune. On peut attaquer dès qu'on a 4-5 ans à pêcher, jusqu'au papy qui a vraiment vu vraiment suivi toute l'évolution de la pêche. Donc c'est vraiment intéressant, quoi. Et les femmes dans la pêche ? C'est pareil, de plus en plus on a un petit peu des femmes qui se mettent à la pêche. Après voilà, ça reste un peu plus rare, mais de plus en plus on fait des permis aussi bien masculins que féminins.
et de tout âge, il n'y a pas d'âge. Selon les chiffres de la fédération, en 2022, la France compte 1 450 000 pêcheurs, dont 109 417 femmes. Le territoire possède 620 000 km de cours d'eau, 623 000 hectares de plans d'eau pour une diversité de 115 espèces de poissons en eau douce. La Lozère est aussi une terre d'innovation. Michel Sandon à Badarou a créé une entreprise familiale de confection de soie naturelle aux propriétés exceptionnelles. Elle n'a pas la mémoire de forme et elle permet d'enchaîner les périodes de jeu sans avoir à être démontée du moulinet. À chacun sa catégorie, à chacun son style de pêche. Comme à Charpal, qui est le plus grand lac no-kill de France, mais aussi comme à l'artiste qui confectionne lui-même ses mouches au col de Bonnecombe. Une nouvelle tendance, le pêcheur 3.0 qui lui utilisera des technologies de pointe pour débusquer le poisson de ses rêves dans le lac de Villefort par exemple, où comme dans tous les lacs, une réglementation spécifique s'applique. Donc la truite ouvre du deuxième week-end de mars jusqu'au deuxième week-end de septembre. Donc c'est une période où on peut pêcher la truite, mais maintenant, en fait, les évolutions de réglementation font qu'un pêcheur peut quasiment, en pêchant le carnassier, pêcher toute l'année. Et plus original, pourquoi pas la pêche aux écrevisses dite américaine ? À la disposition des pêcheurs, une multitude de leurres sont disponibles avec des couleurs incroyables. Est-ce un gadget ? Alors, c'est pas du tout un gadget. C'est pour ça aussi que c'est aussi prenant, que ce soit sur la perche de la truite ou du sandre, le coloris va vraiment y faire. On a des coloris qui vont mieux marcher sur certaines rivières, mieux marcher selon la turbidité de l'eau, si elle est plus ou moins sale ou pas. Donc c'est vraiment intéressant. Dans les eaux froides, certains coloris qui marchent le mieux. Donc pour cette ouverture, c'est vrai qu'on va avoir de l'eau de fonte de neige, donc des eaux très froides. Donc ça peut être intéressant. Voilà, des couleurs qui tirent vers le bleu, des couleurs argentées vont très très bien marcher. Un loisir qui a un coût. Outre la carte de pêche, l'équipement peut vite atteindre des sommes conséquentes. D'un kit de démarrage à une cinquantaine d'euros à plusieurs milliers d'euros pour un équipement high-tech avec un sondeur 3D, bateau équipé d'un moteur électrique, obligatoire en Lozère, et bien sûr des vêtements performants. Il n'y a pas de limite. Après, on va trouver pour s'équiper avec une paire de waders. Après, ça va dépendre si on veut rentrer dans l'eau aussi ou pas. Parce qu'on peut y aller juste avec un petit panier de pêche, une canne, un moulinet et juste quelques cuillères ou quelques leurres. Donc ça ne va pas chercher des gros budgets. Dans les 200-300 euros, on arrive à s'équiper. Et après, si on veut pouvoir rentrer dans l'eau, c'est sûr qu'après, il faut acheter un wader. On peut acheter un gilet. Et après, on peut vraiment faire monter l'équipement du pêcheur à la truite. Et en fonction des pratiques aussi. Quelqu'un qui va pêcher au toc, aux appâts naturels, va avoir un petit peu moins de frais en accessoires, on va dire, que quelqu'un qui pêche au leurre. Là, les nouvelles technologies, les premiers budgets, on va dire qu'à 300 euros, on peut avoir les premiers sondeurs où on va voir en 2D en fait ce qui se passe sous le bateau. Et après, là, tout ce qui est nouvelle technologie, il faut compter dans les 4000, 4500 euros pour équiper un bateau et pour voir exactement où est le poisson et se transformer presque en chasse sous-marine. En fait, avec les images, on va réussir vraiment à cibler le poisson, sa profondeur et sa distance où il est et la direction. Pour que votre loisir soit complet à traquer le brochet, la perche ou la truite, un guide très précis est à votre disposition. Il regroupe toutes les informations et réglementations utiles pour une pêche respectant les obligations qui souvent sont complexes. Donc c'est vrai que là on peut pêcher depuis quelques jours, donc on a été justement prospecter un petit peu ce lac, donc on a vu quelques beaux poissons qu'on prenait au début pour des truites qui venaient de lâcher. En fait on s'est rendu compte que c'était des truites endémiques du lac, des jolies truites fario qu'on a pu sortir, voire louper, mais on s'est rendu compte qu'en fait il y avait des beaux poissons dans ce lac, donc c'est assez intéressant. Puis on se rend compte aussi de tout ce qu'il y a sous l'eau, on a pu voir l'ancien pont qu'il y avait, donc c'est assez bluffant de voir les nouvelles technologies, ce qu'elles peuvent apporter dans la pêche, et puis c'est efficace aussi. Voilà. Alors de la pêche, il y en a donc pour tous les goûts. Monsieur Hugon, je me tourne vers vous parce que la Fédération de pêche, chaque année, édite un petit guide qui sert à tous les pêcheurs durant leur saison. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce guide ? Bien sûr, avec plaisir. C'est un petit guide que l'on remet à tous les pêcheurs, notamment qui prennent une carte de pêche, ou qui est disponible aussi soit à la fédération, soit chez nos dépositaires ou dans un certain nombre aussi d'offices de tourisme. Alors, il brosse à la fois les généralités sur la pêche, les généralités également sur les spécificités que peuvent avoir certains lacs, notamment en matière de réglementation. Il évoque aussi également tout ce qui est notion de sécurité liée à la pêche. Et enfin, vous y retrouvez tous les endroits où vous pouvez acheter le permis de pêche. Vous y retrouvez les coordonnées essentielles des différentes APPMA. Et puis quelques jeux aussi pour les enfants, quelques conseils utiles. La réglementation aussi ? Oui, tout à fait. Cette année, on a un extrait qu'on a voulu un petit peu plus lisible par rapport aux précédentes
éditions, où on a simplifié et essayé de mettre beaucoup plus en couleur aussi, pour que vous puissiez retrouver beaucoup plus facilement les principales règles en matière de pêche en Lozère. Et alors pour ceux qui ne veulent pas se promener avec du papier, est-ce qu'on peut le faire ? Absolument. Le guide est téléchargeable depuis notre site internet via un lien Calaméo, ou éventuellement vous pouvez aussi nous le demander par mail et on vous enverra un PDF également. Puisque voilà, la version Calaméo permet aussi d'avoir une lecture aisée sur des smartphones. Qu'est-ce qui plaît tant dans la pêche, Monsieur Sandon, Monsieur Vlahovic? Vous avez, je crois, plus de 14 000 licenciés à la fédération, ou à peu près. Qu'est-ce qui plaît dans ce loisir? Je pense que ce qui plaît en premier à la pêche, c'est de pouvoir se retrouver au bord de l'eau, seul ou entre amis. Cette sensation aussi de liberté et puis de communion avec la nature, parce que c'est vrai que de tout temps, l'homme a été chasseur, pêcheur ou cueilleur, et ça perpétue cette tradition-là. Merci. Monsieur Brocry, vous êtes vous-même pêcheur, je crois bien, en plus d'être le gérant de cette belle maison. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans la pêche? Comme il dit Monsieur Sandon, la pêche entre amis. Moi, je passe souvent. Enfin, j'étais avec des collègues, on partait souvent en Haute-Alpes pêcher de la côte montagne. Enfin, c'est le plaisir de découvrir des ruisseaux. Et donc, autant seul qu'en famille, entre amis, c'est un loisir que l'on peut faire comme on veut. Il n'y a pas de limite, donc on peut le faire tout à fait en famille, avec des amis, et puis c'est le plaisir partagé. C'est l'avantage. Alors nous sommes ici dans la maison de la pêche à Villefort. Qui peut me parler de l'histoire de cette maison de la pêche? Pourquoi elle a été construite ici? Qu'est-ce qu'elle apporte à la fédération de pêche? Monsieur Vlahovic, peut-être. Vous commencez. Voilà, donc les maisons de la pêche datent d'une quinzaine d'années. Voilà, ont été mises en place sur 2 sites, Villefort et ensuite sur Naussac. Voilà. L'objectif était de promouvoir le loisir pêche ouvert à tout le monde. L'été, effectivement, il y a beaucoup de monde. C'est un site magnifique, on a pu le voir tout à l'heure. Voilà, donc l'historique, créer une maison pour pouvoir accueillir les pêcheurs, les accompagner de l'ouverture à la fermeture. Et alors quand on parle de pêcheurs, on parle à la fois des pêcheurs qui connaissent leur loisir, qui aiment se faire ça depuis très longtemps, et des amateurs qui viennent essayer pour la première fois. C'est possible de faire ça aussi ici. Voilà, tout à fait. Et cette année, on a voulu redémarrer avec M. Brockery, développer un pôle pêche. C'est-à-dire que devant l'établissement, il y a des barques maintenant équipées de moteurs thermiques, moteurs électriques. Et surtout, on va avoir un animateur qui va pouvoir conseiller le pêcheur, développer les différentes techniques de pêche aux appâts naturels, aux leurres. Voilà. Donc tout est mis en place pour pouvoir accompagner le pêcheur qui découvre ce loisir. Magnifique. Et autant lozérien que hors département. Vous Bien savez, sûr. pour tout le Alors monde. l'été, effectivement, il y a beaucoup de monde qui vient du département extérieur, de toute la France. Mais maintenant, on peut aussi accueillir en début de saison le pêcheur lozérien qui veut redécouvrir le lac de Villefort. Et alors qu'est-ce qui attire les pêcheurs ici au lac de Villefort, Monsieur Sandon? En premier lieu, déjà, c'est la beauté du site et la qualité d'eau, bien sûr. Et la possibilité, comme le peut voir avec la photo derrière, c'est d'attraper des truites de taille plus qu'honorable. Il faut savoir qu'on tient encore le record d'Europe donc de la plus grosse truite, celle qui est affichée là, qui est pêchée par M. Magdinier. Donc, en 1988, si voilà. je lis bien. Et les pêcheurs viennent à tout prix viennent pour pêcher ce genre de poisson. Voilà. C'est un challenge. Alors qu'est-ce qu'on peut pêcher dans ce lac de Villefort? Monsieur Brocry, répondez-nous. Dans ce lac de Villefort, nous pouvons pêcher du crissi-vomeur, de la truite fario, de l'arc-en-ciel. Et maintenant, il y a de la perche soleil et perche française aussi. Et quelle technique on peut utiliser de pêche, Monsieur Hugon? Vous pouvez nous en dire plus sur les techniques de pêche? Alors Monsieur Sandon. Disons qu'ils sont privilégiés donc, sur ce genre de plan d'eau, donc les pêches au leurre. La pêche aussi calée avec des appâts naturels. Et un petit peu aussi la pêche à la mouche, soit du bord, soit à partir d'embarcation. Et donc toutes les techniques peuvent être utilisées pour ce genre de retenue. Oui. Et là, je vois que sur la photo, c'est marqué technique Véron mort manié. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous cette technique un peu. Alors, est-ce que c'est toujours utilisable? Le Véron mort manié est toujours utilisé. Donc c'est une technique qui utilise le Véron comme appât. Et on dit manier parce qu'en fait, il y a une monture munie de 2 ou 3 tridents dessus avec soit un casque, soit un petit arrêt pour éviter que le poisson s'en aille. Et manier parce qu'en fait, on fait un mouvement qui essaye d'imiter la nage d'un poisson qui est blessé.
Et ça déclenche l'agressivité sur les poissons, donc les carnassiers, notamment donc la truite ou le cruciforme. Donc pour finir sur ce sujet, on peut trouver des truites de très grande taille, j'ai ici sur le lac. Donc là, dans les cours d'eau de Lozère. Sur le lac, oui, effectivement. Donc chaque année, se prend de très grosses truites. Le record est à 14 kilos, je crois, c'est un truc comme ça. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus gros, même pour en avoir vu, sans qu'elle se fasse attraper. Et ainsi que les cruciformes, mais cela il faut aller les chercher au fond. Il faut vraiment des techniques bien spécifiques pour les attraper, quoi. Et ça fait 2 fois que vous parlez de cruciforme. C'est quoi un cruciforme, si je prononce ça correctement? Le cruciforme, c'est l'omble du Canada. C'est une espèce qui a été introduite donc, en 89 et 90 suite à la vidange décennale donc, du barrage de Villefort où il n'y avait plus de poissons. Et donc c'est une espèce qui a la possibilité de vivre en grande profondeur. Ce qui permet de pouvoir utiliser toute la colonne d'eau. Donc, pour la surface, on utilise donc, les fariots et les arcs-en-ciel. Et pour la pêche du fond, on peut mettre ces cruciformes qui sont des gros carnassiers. Et au Canada, donc pays d'origine, ils peuvent arriver jusqu'à un poids de 40 kg. Donc actuellement, je crois qu'en France, le record est autour de 8 ou 9 kg. On espère qu'un jour ou l'autre, on va attraper un spécimen de ce poids-là ici à Villefort. Vous en avez déjà attrapé des cruciformes ici? Alors moi j'en ai attrapé, bon, ils n'étaient pas aussi gros, donc ils faisaient autour d'1 kg, 1,5 kg. Certains en attrapent, d'autres même des petits, donc on sait qu'il y a une reproduction naturelle qui se fait. C'est peut-être un atout supplémentaire pour cette retenue. Ça marche. Je voulais revenir sur la... Merci. Je voulais revenir sur la maison de la pêche avec vous, Monsieur Brocli. Pourquoi avoir pris la gérance? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce défi? Tout. Ouais, tout, parce que j'aime ce métier-là, la restauration, l'accueil des gens, et enfin, maison de la pêche, c'est pour la pêche. Je suis pêcheur, j'aime conseiller. Voilà, c'est un joli défi, ouais. Alors, vous me disiez la dernière fois qu'on s'est croisés que vous étiez vous-même pêcheur depuis votre plus jeune âge. Comment ça a commencé cette histoire? Ça a commencé, moi je suis pas d'ici à la base, je suis de Montpellier, c'est les anciens du village qui m'ont pris et de là j'ai eu cette passion de la pêche qui m'ont fait découvrir leur technique et voilà, de là c'est parti. Et donc là vous dites que vous êtes aussi, vous aimez la restauration parce que c'est votre métier, c'est une carrière dans laquelle vous excellez. Ici vous allez servir quoi? Ici, je fais la restauration, tout type de restauration. Je fais de l'assiette à charcuterie, au filet de truite, saucisses aligot, de l'omelette au cèpe, plein de choses à venir découvrir. Donc midi et soir? Midi, du 1er février au 31 octobre, tous les midis, et après du 1er juillet au 31 août, et midi et soir après. Oui. Parfait, merci beaucoup. Donc la pêche est un loisir accessible, comme on a vu, qui est presque transgénérationnel, pourrait-on dire. Et pour la pratiquer, il faut des cartes de pêche. Et on ne peut pas le faire comme on veut. Explication avec le reportage d'Éric Michel. De manière générale, les pêcheurs continuent à plébisciter en très grande majorité, à 78%, la carte annuelle. Signe d'une forte communauté de pratiquants concernant la pêche de loisirs, quel que soit leur genre, leur âge et leurs habitudes de pêche. Parmi les tarifs, les femmes sont à l'honneur. Alors aujourd'hui, une carte pour personnes majeures, c'est 85 € à l'année. Pour une dame, c'est 39 €. Pour une personne mineure de moins de 18 ans à 12 ans, c'est 18 €. Et pour une personne de moins de 12 ans, c'est 6 €. Après, il existe aussi des cartes hebdomadaires ou journalières. Les cartes sont disponibles dans de nombreux points de vente sur tout le département. Ça se peut trouver dans les distributeurs de matériel de pêche. Vous avez aussi l'office du tourisme. Vous avez certains points dans différents petits villages qui font aussi la distribution des cartes. Des contrôles sont effectués par des agents assermentés. Pour connaître les règles, consultez l'arrêté préfectoral de pêche publié et affiché en mairie, les documents de votre association agréée de pêche et de votre fédération départementale. Vous pouvez consulter en ligne et télécharger le guide de pêche de votre département. Ce qui va faire qu'on vend plus ou moins de cartes, c'est surtout les cours d'eau, au niveau les niveaux, quoi. Voilà, les niveaux d'eau qui vont faire que les gens vont plus ou moins venir chercher leur permis. Là, on est sur une période où l'eau est très, très belle. Il y a de l'eau, donc on est sur une tendance plutôt à la hausse en ce moment. En cas d'infraction, il faut savoir que pêcher sans avoir la carte est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 450 €, voire même 750 si vous lancez une ligne dans une zone interdite.
Enfin, les cartes saisonnières constituent quant à elles une alternative intéressante pour les béotiens, villégiateurs ou encore pêcheurs en quête d'évasion temporaire mais intense. Oui, c'est surtout les jeunes qui démarrent au début avec une pêche de découverte et qui prennent du plaisir et ensuite après vont partir sur de la pêche, on ne dit pas de compétition, mais qui vont vraiment aller chercher pour faire des beaux poissons. Voilà. Chercher de faire le plus beau poisson de la saison. La pêche est donc un loisir très pratiqué en Lozère. Monsieur Hugon, comment est-ce que la Fédération de pêche soutient ce loisir? Quelles animations vous proposez à l'année pour tous ceux qui souhaitent s'y mettre ou renouer avec ce loisir? Alors, les principales animations sont tournées vers les jeunes, où la Fédération organise des ateliers pêche nature ou école de pêche, pendant lesquels notre animateur fédéral va apprendre au jeune public les techniques de pêche, mais également l'approche du cours d'eau, sa biologie, son fonctionnement, également des notions de sécurité, et petit à petit amener à cette pêche, on va dire, moderne. Voilà, donc c'est essentiellement vers les plus jeunes. Ensuite, il y a aussi toute une sensibilisation qui est faite en milieu scolaire, soit vers des plus jeunes enfants, soit plus vieux à travers d'autres opérations, telles que par exemple la fête de l'eau. Et puis certaines opérations ponctuelles aussi d'animation, comme par exemple prochainement l'opération Mon premier permis de pêche. Le 6 avril. Absolument, le 6 avril, qui va permettre pareil à des jeunes de faire un petit rallye le matin sur différents ateliers qui vont les informer sur différentes thématiques et ensuite un après-midi de pêche. Et ce sera amende où? Absolument, ça sera à Amande sur les quais de la Roubaix-Rolle le samedi 6 avril. Et ceux qui veulent s'inscrire, comment ils vous contactent? Parce que j'imagine que c'est un nombre de places limité quand même, vous n'avez pas... Absolument, c'est un nombre de places limité compte tenu notamment des ateliers et puis du nombre d'animateurs. Le mieux, c'est de nous contacter directement à la fédération et puis on leur adressera notamment par mail un pré-bulletin d'inscription. Et au retour des bulletins d'inscription remplis, par ordre chronologique d'arrivée, voilà. Et après, si on arrive à un quota, on verra les autres années pour faire plus. Alors vous êtes aussi impliqué dans la fête de l'eau avec vos animateurs, techniciens, depuis très très longtemps, plus de 20 ans je crois bien. Monsieur Richard s'en occupe? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est Grégory Richard qui s'occupe de ça au sein de la fédération depuis maintenant plus de 20 ans. C'est une vraie réussite et c'est une vraie particularité qui nous est parfois même jalousée par certaines fédérations camarades et voisines qui n'auront pas la même possibilité d'organiser. C'est vrai que nous, la taille du département permet aussi justement de sensibiliser tout et de passer dans tous les lycées. Effectivement, sur des très gros départements, ça serait impossible. Mais nous, on a cette chance-là et puis l'habitude et l'expérience en mobilisant bien au-delà aussi de partenaires, pas seulement la fédération, mais d'autres partenaires autour de la fédération pour animer pendant une période donnée dans tous ces lycées des actions autour de l'eau. Alors, vous allez en lycée et en collège, me semble-t-il, sur cette action-là. Oui, tout à fait. Essentiellement en lycée, mais également, absolument, vous avez raison, également sur les collèges, oui. Et un jeu a été créé pour animer cette journée par votre technicien. Oui, tout à fait. Ils ont un jeu qui est... Alors, il y a aussi un jeu, par exemple, un peu un jeu de rôle, où autour d'une maquette et autour de la question de l'eau, des rôles vont être donnés à différents acteurs. Il y a celui qui tient le barrage, il y a celui qui veut faire de l'eau potable, il y a celui qui veut faire du canoë, il y a celui qui veut irriguer, il y a celui qui veut pêcher. Et chacun va devoir, autour de la thématique du partage de l'eau, défendre son orientation, son rôle, et puis apprendre à partager, bien sûr. Alors justement, puisqu'on parle de la ressource de l'eau, la Fédération de pêche, au-delà du loisir que représente la pêche, est aussi impliquée dans tout ce qui est protection de la ressource, puisqu'elle est importante pour vous. Quelles actions vous menez, Monsieur Sandron, Monsieur Vlahovic, au niveau de la Fédération de pêche pour justement préserver cette ressource? Disons que pour préserver pour préserver la ressource, on fait donc pas mal d'études tout au long de l'année, pas que sur les poissons, mais aussi depuis peu, sur les températures des cours d'eau, qui sont pour nous certainement l'élément le plus important à surveiller. Parce que certes, le manque d'eau peut générer des mortalités, mais l'élévation de température risque d'entraîner certainement beaucoup plus de mortalité que le manque d'eau pour le moment. Donc on fait ça depuis quelques années. On va poursuivre cette année en déployant beaucoup plus de sondes de température tout au long des cours d'eau. Ensuite, on complète aussi par des pêches électriques, donc des pêches d'inventaire où on compte les poissons, bien sûr, sur un secteur donné. On les mesure, on les pèse, on fait tout ce qu'il faut. Donc, on prélève des écailles pour savoir l'âge qu'elles ont.
Donc c'est des études complètes. Et en plus, on est en partenariat pas mal avec EDF pour leur demander, si possible, de nous lâcher un petit peu plus d'eau quand c'est nécessaire, chose qu'ils font de manière assez spontanée, quoi, donc de ce côté-là. Donc vous arrivez à impliquer tous les acteurs en collaboration sur ces problématiques Oui, sans, oui. Voilà, On arrive sans à problème. mobiliser beaucoup de monde autour de ce loisir pêche. On sait depuis la semaine dernière que peut rapporter le loisir pêche au niveau de l'Occitanie. Donc c'est autour de 35 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, et qu'on puisse enfin nous écouter quand on apporte notre expertise dans les comités de bassin pour gérer peut-être les sécheresses. Et je sais aussi que vous avez mené il n'y a pas très longtemps, en lien avec un étudiant de AgroParisTech, une étude très très poussée sur les cours d'eau et la température des cours d'eau. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, ça c'était une démarche que nous avons réalisée donc, avec l'embauche de ce jeune qui a été très très compétent. Marius Barrault. Ouais, Marius Barrault qui a rendu un travail qui était tout à fait remarquable, d'ailleurs qu'on a pu même transmettre à l'OFB pour que ça puisse servir d'ouvrage de référence. Et qui a reçu les félicitations du jury, je crois bien. Exactement. Qui a eu son diplôme d'ingénieur avec mention. Cet outil-là et ce travail qu'il nous a fourni va nous donner la possibilité donc, de pouvoir nous projeter vers l'avenir pour savoir quelle sera l'évolution des températures au niveau des cours d'eau lozériens. Et je pense que nos collègues des autres départements seraient bien inspirés de faire pareil pour qu'on puisse avoir une notion d'ensemble sur l'élévation des températures. Monsieur Vlahovic. Oui, parce qu'effectivement, la ressource en eau, depuis maintenant 2 ans, on se réunit avec monsieur le préfet, tous les utilisateurs de l'eau, pour essayer d'échanger, de construire pour une meilleure utilisation de l'eau. Donc on est tous impliqués. Et l'année dernière, on avait commencé au mois de mars. Alors cette année, c'est un petit peu moins important, mais je pense qu'avec l'avancée de la saison, on va être tous amenés à se rencontrer à nouveau. Voilà, partager l'eau, une utilisation raisonnée de la ressource en eau. Voilà, pour nous, pêcheurs, c'est vraiment important et la fédération est partie prenante. Comme on l'a dit tout à l'heure, Michel Sandon, la fédération de pêche, c'est une équipe technique, c'est une ingénieure, c'est des stagiaires qui préparent des diplômes. Voilà, tout ça pour pouvoir accompagner le pêcheur dans les meilleures conditions possibles. La fédération de pêche, vous avez 9 salariés, si je ne me trompe pas. La fédération de pêche, c'est 9 salariés. Donc, plus ces dernières années, on a essayé de tabler sur l'apprentissage, sur les alternants. Donc, on va recruter encore l'année prochaine au niveau de la communication, parce que communiquer, c'est important. On l'a vu dernièrement, on le voit aujourd'hui. Et on a travaillé avec les services civiques. Je pense que donner sa chance à des jeunes, découvrir le monde du travail pour voilà, c'est une bonne découverte et la fédération de pêche est une belle entreprise. Alors, belle entreprise, oui, c'est aussi une entreprise qui attire le touriste, le lozérien. C'est quoi les techniques qu'on voit de pêche aujourd'hui le plus en Lozère? Qui veut répondre? Bon, les techniques de pêche, je crois qu'il n'y a pas une technique qui est plus développée qu'une autre. C'est simplement que, en fonction de la saison, on va avoir peut-être en début de saison beaucoup plus de pêche au leurre et de pêche aux appâts naturels, la pêche au toc. Et lorsque les conditions sont un petit peu meilleures avec des éclosions d'insectes, on va avoir beaucoup plus de moucheurs. Et ensuite, donc, sur les plans d'eau, il y a beaucoup de pêcheurs au carnassier, comme à Villefort et tous les autres lacs qu'on peut avoir sur nos sacs, notamment aussi pour la pêche de carnassier pur, comme le sandre et le brochet. Et donc, c'est d'autres techniques, un autre type de pêcheur. Et ça attire différents pêcheurs aussi en Lozère. Ça peut attirer, puisque vous parliez d'ouverture tout à l'heure, que vous souhaitiez ouvrir la fédération de pêche le plus possible, et le département, puisqu'il a de sacrées ressources pour la pêche. Ça peut aussi faire venir beaucoup de pêcheurs qui voudraient essayer différentes choses ici. Alors sur Villefort, que à Villefort, sur la Lozère. C'est beaucoup donc, de pêcheurs de truites, mais Noursac, par exemple, draine beaucoup de pêcheurs de toute la France, et même voire de l'Europe, pour la quantité donc, de cendres qui sont présents dans la retenue. C'est certainement un des lacs où il y a le plus de cendres, en France, ça c'est sûr. Après en Europe, je ne sais pas, mais en France, c'est sûr.
Et alors, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est le no-kill? Parce que je sais un terme dont on entend beaucoup parler, mais... Alors, le no-kill, ça vient bien sûr no-kill des États-Unis, donc c'est sans tuer. C'est une mode de pêche qui se développe où les gens ont pris conscience qu'on n'allait plus à la pêche pour se nourrir, mais on conserve le plaisir de pouvoir se confronter au poisson. Donc, on l'attrape et on le relâche si possible dans les meilleures conditions. Et c'est une technique qui se développe notamment chez les jeunes. On ne va plus à la pêche pour se nourrir. Donc le poisson est relâché à la fin. Le poisson est relâché dans les meilleures conditions, notamment sur certains parcours. À partir de 2025, on va instaurer donc, la pêche sans ardillon à tous les pêcheurs. Donc c'est pas pour ça qu'on va moins l'attraper, mais il faudra être un petit peu plus vigilant et plus prudent au niveau de la pêche. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est la pêche sans ardillon ? Pour ceux qui ne connaissent rien. Disons que sur un hameçon, vous avez un petit retour métallique qui empêche le poisson de repartir, de se décrocher. Donc en écrasant ce petit retour qu'on appelle l'ardillon, il n'y a pas besoin de manipuler le poisson, rien que sous l'eau, de l'amener à ses pieds, on peut le décrocher facilement sans le manipuler. Donc après... Monsieur Vlahovic, je vois que vous voulez compléter le propos. Alors pour revenir, effectivement, vous avez parlé de parcours no-kill. Il y en a un certain nombre maintenant sur le département. On est en train de mettre en place un nouveau no-kill sur Villefort. Voilà, sur le Chasse-Sac, plus précisément. Chasse-Sac, ouais, plus précisément. Mais vous avez parlé de la jeunesse qui vient à la pêche. La jeunesse pratique de plus en plus nos kills sur l'ensemble de nos rivières. Et c'est un plaisir pour eux d'attraper le poisson, de se mesurer à lui et surtout de le filmer, de le photographier pour le remettre à l'eau. Le plaisir est beaucoup plus important que la poêle. Ce qui représentait autrefois un objectif. Voilà pour le no-kill sur le département de la Lozère. Après, on respecte, il y a des mailles, on peut garder un petit peu de poisson. Voilà. Tout le monde est content et tout le monde peut fonctionner comme il le souhaite. Tout le monde y trouve son compte. Puisque vous avez le micro, c'est quoi votre technique préférée? Alors moi, c'est une technique qui fait maintenant, pas trop l'unanimité, c'était la pêche à la cuillère, ce fameux au leurre, au petit leurre. Alors des petites cuillères, et c'est un plaisir de pêcher comme ça. C'est un peu une chasse, on avance beaucoup, contrairement à des techniques où, comme la pêche aux appâts naturels, où on restait toujours un peu au même endroit. Voilà, c'est une technique... qui m'a toujours passionné. Et qui se perd, si je comprends bien? Qui est un peu moins utilisé, voilà, parce qu'il y avait un triple, donc on blessait beaucoup de poissons. Voilà. Donc maintenant, avec la suppression des ardillons, ce sera plus facile. Monsieur Sandon, même question, c'est quoi votre technique préférée? Moi, c'est la pêche à la mouche, donc pour plusieurs raisons. Mais ouais, essentiellement la pêche à la mouche. Voilà. C'est-à-dire les raisons, dites-nous en plus. Ben après, je me fais de la pub, donc, parce que je suis fabricant donc, de soins naturels pour la pêche à la mouche, soit que je commercialise depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et donc, à ce titre-là, je me voyais mal pêcher à la cuillère, moi. Vous pouviez juste essayer d'autres choses. Oui, tout à fait, mais la pêche à la mouche, c'est vrai que c'est quand même une pêche qui est très très prenante. Et, voilà. On avance moins qu'à la louche. C'est pas pareil. La traque n'est pas la même. On est peut-être plus à la mouche près de la nature pour étudier le comportement de la truite et ce avec quoi elle va se nourrir. Donc il faut que l'appât qu'on va lui présenter soit plus proche de la réalité de ce qu'elle va trouver elle dans le milieu naturel. Et Monsieur Vlahovic, je veux reprendre le micro. Voilà. Alors je voulais rassurer nos amis pêcheurs, c'est le seul sujet de tension entre Michel Sandon et moi-même. Voilà, que tout le monde soit rassuré. Bon, on se chamaille un peu sur les techniques de pêche, mais rien de bien grave. Je suis sûr que vous pouvez pêcher l'un à côté de l'autre, il n'y a pas de problème. Vous y arrivez. Certainement, on va essayer. On a essayé à l'ouverture, mais malheureusement avec la pluie, on a rangé les cannes très rapidement. Monsieur Brocry, même question, votre technique préférée? Moi, c'est la pêche au toc et beaucoup au véromanie après. Va falloir m'expliquer ce que c'est. Tout à l'heure, Michel Sandon l'a expliqué. Moi, c'est un monsieur de Villefort qui m'a appris à faire des montages. Je fais mes montages maintenant. C'est un véron qu'on jette, qu'on refait vivre après. Et là, voilà, c'est pêche des jolis poissons. On fait venir des jolis poissons avec ça. C'est une belle pêche. Ouais. Merci. Monsieur Hugon, je suppose que vous pêchez aussi?
Alors moi, mes expériences remontent plutôt à celles que j'ai pratiquées avec mon grand-père, et je serais plutôt dans l'image traditionnelle, une simple canne, un simple hameçon, un simple ver de terre, et plutôt de s'amuser à trouver à quel endroit le poser à la bonne hauteur et à la bonne surface. Voilà. Mais il faut vraiment que je m'y remette et que j'apprenne d'autres techniques. Et j'ai fait des essais l'année dernière, j'étais pas brillant. Heureusement que c'est pas pour ça que j'ai été recruté à la Fédération de pêche. C'est pour ça qu'existent les écoles de pêche, pour qu'on puisse apprendre aussi à utiliser Tout à toutes ces fait. techniques. Mais Grégory ne veut pas me prendre, c'est réservé aux enfants de moins de 17 ans et malheureusement j'ai pas réussi. Il faut que je crée des écoles de pêche pour adultes, c'est une très bonne idée, une très bonne initiative. Je vous en prie. On a parlé de pêcheurs, de touristes, de jeunes, on n'a pas parlé des femmes. Est-ce qu'elles pêchent les femmes ? Alors bien sûr et de plus en plus, et vous pouvez remarquer quand même que sur la brochure cette année, c'est une dame qui a fait la une. C'est la première fois depuis le début de la création de cette brochure pour la pêche. Voilà, on a essayé de mettre l'accent, et maintenant il y a des permis découverte femmes, et notre brochure fait une partie belle à la jante féminine. Et est-ce que la technique est la même pour une femme, il n'y a pas plus de complications, le matériel est le même, il n'y a pas de... Ça va bien ? Le matériel est le même, et ce qui est certain, c'est que les femmes pratiquent plus la pêche à la mouche que la pêche au leurre ou au toc. Est-ce que c'est plus calme ? C'est plus calme, on va dire que c'est plus gracieux, plus esthétique, hein, mais oui, je pense que c'est une pêche qui est quand même peut-être plus proche pas de l'art, on va pas dire là, mais c'est plus agréable à pratiquer. Voilà. Et bien justement, puisqu'on parle de pêche à la mouche et de femmes, je crois qu'il y a une initiative à la Fédération de pêche de Lozère qui marche bien, l'équipe de France de pêche à la mouche qui vient s'entraîner ici. Donc l'an dernier, oui, effectivement, on a organisé, en partenariat avec la Fédération française de pêche à la mouche, un séjour pour l'équipe de France de pêche à la mouche, et ce séjour-là, donc cette année on ne pourra pas le faire, mais l'an prochain c'est prévu de le faire ici sur le site de Villefort, à la maison de la pêche bien sûr, et avec la possibilité d'avoir donc très proche de nous de très très beaux parcours de pêche où elles pourront venir se mesurer avec des truites sauvages. Ouais. Et celle qui co-organise ça, c'est Cathy. C'est Cathy Desoté avec Sandra, j'ai oublié son nom, je m'excuse auprès d'elle, et donc la Fédération de pêche. Voilà. Et pourquoi avoir voulu organiser ce genre d'initiative ? Qu'est-ce qui vous intéressait ? Mais elles pratiquent donc la pêche à la mouche un petit peu sur tous les cours d'eau de France et de Navarre, même d'Europe, donc puisqu'elles font aussi les championnats du monde, et ça leur permet de se retrouver entre elles pour un petit peu plus de cohésion, et surtout se confronter à des situations différentes en termes de cours d'eau. Donc la Lozère présente un panel de cours d'eau qui est vraiment très très différent des régions où on se trouve, entre l'Aubrac, la Margeride, les Cévennes, et pas l'Écosse parce qu'il n'y a pas d'eau, mais voilà, les profils de cours d'eau sont assez différents et sans avoir à faire des centaines de kilomètres. Je vous remercie tous les quatre. Monsieur Brocry, je vous laisse le mot de la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la pêche à Villefort alors, et sur cette maison de la pêche ? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter ? On peut souhaiter qu'on va tout faire, la fédération on va tout mettre en œuvre pour que ça redevienne attractive, la pêche sur le lac à Villefort. Et moi je serai à leur côté avec la maison de la pêche, je serai avec eux pour travailler avec eux s'il faut, c'est avec grand plaisir. Donc vous allez rester là, c'est bien. Oui, c'est le projet. Et on va vous espérer qu'il y ait du monde qui vienne, beaucoup de monde. Je crois que ça a bien commencé au mois de février, hein. C'était assez plein dès l'ouverture. Oui, très beau mois de février. Après, juste chance avec moi, j'ai eu le beau temps. On va dire sur 28 jours, j'ai eu 20 jours de soleil déjà, juste chance. Parfait. Je vous remercie tous les quatre d'être venus sur ce plateau ce soir pour évoquer le sujet de la pêche avec moi et pour en parler mieux aux téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au lac de Villefort. Si vous souhaitez partager des informations avec nous et avec notre rédaction, n'hésitez pas à nous écrire à l'email qui s'affiche sur votre écran. Et je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous jeudi 27 mars ailleurs en Lozère.